Je précise que l'ordre dans lequel ils seront présentés est l'ordre chronologique de dépôt des candidatures. Donc ça ne préjuge en rien des lauréats. Laetitia, quand c'est possible, on démarre par le dossier, voilà, frise historique et réalité augmentée. Bonjour, je suis Clovis, premier roi des Francs. Je me fais baptiser à Reims en 496. Vasco de Gama est né vers 1460 à Sines au Portugal, mort le 24 décembre 1524 à Cochin aux Indes. Son bateau se nomme le Sao Gabriel. Nicolas, quelques mots sur ce projet. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Le projet nous a forcément interpellés sur plusieurs points. Bien évidemment, vous l'avez vu, même si c'est assez rapide, hein, c'est très clairement l'intégration ou l'acculturation de la compétence numérique. Donc c'est un élément qui nous a semblé intéressant et qui, moi, à titre perso, dans le lien avec la formation continue, me semble réellement important. Le deuxième point, c'est la complémentarité qu'il y a à se dire que pour apprendre l'histoire et la géographie, il y a aussi la recherche de la connaissance directement par l'apprenant, ce qui du coup finalement amène de l'ancrage complémentaire. Et pareil, le lien que moi j'y vois avec la formation professionnelle continue, c'est finalement ce qu'on appelle les parcours blended, plusieurs modalités de répétition pour pouvoir du coup apprendre et pouvoir ancrer des connaissances. Et le troisième point, bien évidemment, et c'est le petit point qu'on donnera du coup de la part du jury en conseil, j'allais dire, pour du coup poursuivre le projet, c'est le début d'interdisciplinarité qu'il y a entre l'histoire, la géographie, le français, la créativité. Et on pense, on estime qu'il doit y avoir aussi d'autres initiatives de ce type-là. Et l'idée, c'est de pouvoir effectivement le connecter à d'autres disciplines pour pouvoir effectivement continuer à développer l'ancrage, notamment finalement de la partie compétences numériques, digitales. Merci Nicolas. Je vous propose que nous passions au projet suivant. Et c'est Xavier Dubélé qui viendra nous le présenter. Allons-y. Notre projet est parti d'un constat. Les erreurs récurrentes de nos élèves sur des petits détails qu'ils devraient maîtriser depuis longtemps. Les conversions d'unités, les chiffres significatifs, les expressions littérales. Mais le problème, c'est que dans une classe, tout le monde n'a pas les mêmes difficultés. Et donc le professeur s'évertue à mettre sur les copies qu'il y a des difficultés, l'élève constate et on en reste là. Et donc nous avons voulu créer un système dans lequel les élèves qui savent deviennent des ressources et les élèves qui ne savent pas vont avoir le temps de travailler leurs erreurs à leur rythme. Tout d'abord, il a fallu trouver un système pour signaler à l'élève le type d'erreur qu'il faisait. Et nous avons mis en place un système de balises, #CU pour conversion d'unité, #EL pour expression littérale. Ces balises sont mises à la fois en classe dans les cahiers, mais également sur les devoirs. Puis, il a fallu créer et mettre à disposition des ressources pour les élèves afin qu'ils travaillent leurs erreurs spécifiques. Nous avons donc créé des parcours d'apprentissage suivant les types d'erreurs. Tout d'abord, on peut revoir le cours sous forme de capsule ou bien le cours en version papier. Puis, il y a plusieurs séries d'exercices autocorrigés. Il faut aussi permettre à l'élève de réaliser ce travail. Il faut donc laisser du temps. L'élève peut travailler tout d'abord seul à la maison puisque les ressources sont en version numérique ou bien en classe avec son professeur ou même en aide personnalisée avec un autre professeur puisque toute l'équipe travaille ainsi. On va ensuite passer à la validation des nouvelles compétences acquises. Une fois que l'élève se sent prêt à passer un badge, il connaît les critères de réussite de chacun des badges.
Il va alors demander au professeur de pouvoir passer un badge au moment où il le souhaite quand il se sent prêt. Un petit exercice sera à sa disposition. Si l'élève a fait des erreurs, le professeur va indiquer dans son livret de badge l'erreur à travailler et des conseils pour retenter ensuite une validation. Si le badge est validé, il devient alors une personne ressource dans la classe pour aider les camarades. Bien sûr, ces nouvelles compétences acquises, il va falloir les conserver. Donc dans les prochains devoirs, il ne va pas falloir refaire les mêmes types d'erreurs récurrentes. Sinon, on perd son badge et on recommence le parcours d'apprentissage. Oui, alors voilà un projet très complet, très riche. Et ce qui nous a séduit dans le jury pour la nomination de ce projet, c'est que c'est un projet qui agrège beaucoup de dimensions qui sont un peu dans l'air du temps, mais là on les retrouve toutes associées. Alors je vais les lister. Il y a tout d'abord le système de badge que vous avez vu avec un système d'évaluation qui est motivant pour l'élève. Il y a la nomenclature des erreurs, où on arrive à identifier, à classer les erreurs et à voir quelles sont les erreurs récurrentes pour tel élève, pour l'orienter dans son travail. Il y a tout ce qui est le parcours d'apprentissage personnalisé, c'est-à-dire que chaque élève peut avancer à son rythme, et ce n'est pas toute la classe qui avance au même rythme, ça c'est important. Il y a la collaboration entre élèves, donc les élèves qui savent déjà ou qui ont déjà acquis une compétence peuvent aider les autres à l'acquérir, et ça c'est également une dimension à développer un peu partout. Et puis il y a la ressource numérique avec des capsules vidéo qui sont à la disposition des élèves, que ce soit en classe ou à la maison. Et en fait, tout ça mis bout à bout fait un projet très riche qui doit sûrement représenter un gros travail, mais qui nous a semblé transférable en fait à d'autres, dans d'autres établissements, pour un peu qu'un professeur reprenne au moins quelques idées ou la plupart de ses idées. C'est quelque chose qui peut être transféré facilement, à peu de frais, si ce n'est beaucoup de travail. Pour le projet suivant, je n'appelle pas Laure Reynaud, puisqu'elle n'est pas là. C'est moi qui vous donnerai lecture du petit commentaire qu'elle m'a adressé. Allons-y, des chercheurs qui métacogitent. Bienvenue dans notre classe de co-chercheurs. Bonjour chers enfants, je pensais que mon reportage aurait lieu dans un laboratoire de sciences. En fait, avec notre classe, nous formons un laboratoire de recherche particulier. Nous métacogitons ensemble. Concrètement, nous cherchons à comprendre comment fonctionne notre cerveau lorsque nous apprenons. Et nous réfléchissons aussi à des stratégies pour mieux apprendre, quelle que soit la matière. Notre professeur est comme nous, un co-chercheur. Nous parlons notamment de la plasticité cérébrale, du rôle du stress dans les apprentissages, de l'importance d'être motivé, de prendre en compte l'erreur et de bien gérer son attention et sa mémoire. Par exemple, la plasticité cérébrale nous permet de comprendre qu'on peut développer tous les apprentissages. On est tous capables, mais qu'il faut vouloir faire fonctionner ces neurones. Et ce qui est différent dans notre classe, c'est que c'est grâce à nos échanges et à nos recherches que nous faisons toutes ces découvertes pour mieux apprendre. En fait, il faut oser chercher à comprendre ses erreurs, sans tout attendre du professeur. Par exemple, en rédaction, on a analysé les productions des copains, en cherchant à repérer ce qui allait et ce qui allait moins. Puis on s'est construit des méta-outils. Moi, j'ai construit celui-ci. Il me permet de mieux contrôler mon stress et de savoir à quoi exactement je dois être attentive en rédaction. Finalement, si je comprends bien, ce laboratoire est une école de la vie. Les enfants y apprennent à mieux apprendre, deviennent plus performants et développent des compétences de citoyens. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est à la portée de tous. Laure Reynaud se proposait de vous dire ce soir, voilà un beau projet né de la rencontre entre la recherche et le terrain. Il a pour mission de permettre à tous les élèves de métacogiter ensemble et de se construire des outils d'autorégulation. Les élèves deviennent co-chercheurs
et ils réfléchissent ensemble sur leurs apprentissages et sur les stratégies d'apprentissage. C'est un projet qui invite à un changement de posture, qui permet un rapport constructif à l'erreur et qui permet de nourrir un état d'esprit de croissance. Projet suivant, j'appelle Jean-Luc Berthier. Je n'ai même pas besoin de l'appeler, c'est formidable Jean-Luc. Allons-y, Tilt. Le projet Tilt, c'est le projet audacieux de rassembler l'école et l'entreprise à travers différentes activités. Dans notre projet, les élèves innovent dans l'entreprise et vont partir à la découverte des atouts, mais aussi des choses à améliorer, les wow et les burks. Dans les étapes du projet, tout commence d'abord en classe, par des animations où nous expliquons la méthodologie aux élèves. Ensuite, un brainstorming sert à préparer la visite de l'entreprise, durant laquelle les élèves vont observer, en compagnie de leur enseignant, les choses qui leur plaisent, mais aussi les choses à améliorer dans l'entreprise. De retour en classe, un brainstorming et un travail de groupe va permettre de faire émerger des idées qui seront proposées à un comité de pilotage qui choisira les idées à développer. Tilt, ce sont des outils pour les élèves. Tout d'abord, un carnet de bord de l'explorateur dans lequel l'élève pourra consigner ses observations, les résultats des travaux de groupe. C'est aussi une ligne du temps du projet que les élèves peuvent découper, agencer et compléter au fur et à mesure, que ce soit dans les travaux en classe ou dans la visite de l'entreprise. Ce sont également des cartes wow et des cartes burk pour travailler la pédagogie de l'étonnement et la créativité des élèves. Le projet, ce sont également des outils pour les enseignants, notamment un dossier pédagogique avec des activités à réaliser avant, pendant et après la visite de l'entreprise. Les activités sont délibérément connectées et déconnectées afin de permettre leur usage en classe. Ces activités sont adaptables et nous espérons seront enrichies par les participants. Enfin, Tilt, c'est aussi le projet d'un jeu de société pour faire découvrir les métiers de l'entreprise. Découvrez-nous sur notre site et votez pour nous. Merci. Alors, en complément de ce qui a été présenté, ce qui nous a séduit dans ce projet, c'est qu'il y a un entremêlement entre des différentes tranches d'âge d'apprenants. C'est-à-dire que les enfants se rendent dans l'entreprise. Alors, ce sont des adultes qui parlent aux enfants, mais ce sont aussi les enfants qui vont parler aux adultes. C'est un échange intéressant. Donc, il y a les enfants qui s'étonnent. Ensuite, le projet est repris. Il est analysé par des élèves du secondaire, collégiens et lycéens. Et ensuite, il est repris par des étudiants qui vont essayer de traiter le problème dans l'entreprise. Donc, on a un entremêlement entre les différentes tranches d'âge pour arriver à résoudre le problème ou à améliorer quelque chose dans l'entreprise. Alors, vous précisez aussi que ce n'est pas un projet, mais actuellement, il y a 20 projets, une vingtaine de projets qui sont en train de se construire au fil du temps. Donc, c'est un projet qui est à la fois innovant, qui a fait ses preuves et qui est transférable. On peut tout à fait imaginer de transférer cette affaire-là dans un système comme le nôtre. Alors, comme diraient nos amis belges, c'est win-win. Tout le monde est gagnant, l'école et l'entreprise. Voilà, c'est ce qui nous a essentiellement séduit. Merci Jean-Luc. Pour le projet suivant, Hélène Perrault-Saint-Paul va nous en parler après la projection de la vidéo. Apprendre à apprendre. Triple A. Apprendre à apprendre est un dispositif pédagogique proposé aux alternants du CNAM Pays de la Loire. L'objectif est triple. 1. Que l'alternant se questionne sur qui il est, sur son parcours et ses projets. En effet, il est important que les alternants s'interrogent sur leur manière d'apprendre, sur leur environnement d'apprentissage et de leur faciliter l'accès à des outils si besoin. 2. Que l'alternant fasse du lien entre la théorie vue en cours et la pratique en entreprise. Et c'est pas si facile. En effet, les formateurs et tuteurs pédagogiques le ressentent souvent dans la lecture des rapports d'activité. Il est donc important d'accompagner les alternants dans cette réflexion et de les outiller, car cela est très formateur. Et enfin, 3. Que l'alternant apprenne à identifier et manager ses compétences. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société de la compétence et de l'employabilité.
il devient stratégique pour l'alternant de s'assumer en tant que futur professionnel, de développer son réseau et d'identifier ses opportunités. Alors comment cela va se passer ? Eh bien dans son entièreté, le dispositif est découpé en 8 étapes. La plupart du temps, ces étapes sont des séances d'une demi-journée proposées lors des sessions de regroupement. En plus des séances de présentiel, des kits, pour aller plus loin, sont proposés à distance sur l'espace numérique de formation. C'est également dans cet espace que chacun retrouvera le détail des étapes et du dispositif. Alors engageons-nous dans une démarche réflexive et formative tout au long de la vie. Bonjour, ce qui nous a paru intéressant dans ce projet, c'est que c'est le premier projet de formation d'adultes qu'on voit sur toute la série de ce qu'on a observé. La deuxième chose, c'était le mélange d'outils et de présentiel et d'enseignement à distance qui le rend extrêmement adapté justement à un public d'adultes qui n'est pas tout le temps disponible et pas tout le temps captif. Et le troisième élément qui vraiment nous a intéressés, c'est que au-delà de donner un outil d'apprentissage, la problématique, c'est d'apprendre et de découvrir son style d'apprentissage. Donc en fait, ça donne les outils à des adultes pour aller ensuite chercher eux-mêmes, à la limite, les outils dont ils ont besoin pour leur propre style et pour leur propre apprentissage. Donc c'était pour nous une démarche que je qualifierais d'un pas en arrière, qui donne une perspective beaucoup plus grande et une flexibilité beaucoup plus grande à des adultes de se débrouiller ensuite tout au long de leur vie pour continuer leurs apprentissages. Voilà les 3 raisons. Pour le prochain projet, je me ferai le porte-parole de Xavier Domenech, qui n'a pas pu venir ce soir. Il s'agit de School-Up. School-Up, en fait, c'est vu comme une plateforme. Une plateforme pour l'éducation, où il n'y a pas que la partie gestion, mais aussi la partie pédagogique. Donc School-Up, c'est une plateforme pour l'éducation en général. Les services que notre application web offre touchent à la fois l'école et les décideurs, donc, et toutes les instances de gestion des écoles. Et à chaque niveau, jusqu'au niveau national, on peut avoir tous accès à School-Up pour tirer des rapports de gestion et pour bénéficier d'une gestion informatisée des écoles par groupe. Oui, je suis Gracias Kanamba. Je suis responsable de l'unité pédagogique de School-Up. Nous avons réuni au moins 40 enseignants et nous nous réunissons chaque samedi de 10h à 15h avec une pause de 30 minutes à 13h. Notre objectif, c'est quoi? C'est de mettre en ligne des fiches de préparation de toutes les disciplines. C'est pour aider d'autres enseignants qui n'ont pas assez de moyens, qui n'ont pas assez de manuels pour alimenter leurs leçons, pour donner leurs cours aux enfants scientifiquement. Et c'est pour ça que nous allons participer maintenant à un débat. Le débat, c'est que tous les enseignants vont poser des questions, ils vont critiquer la leçon avant que la leçon soit publiée. Alors, moi, je suis intitulé La démocratie à l'école. À propos de l'enseignement sur la démocratie, j'aurais souhaité que l'enseignant commence par la définition étymologique du mot démos et kratos. Xavier Domenech aurait aimé vous dire ce soir, School-Up est un projet qui vise à diffuser au plus grand nombre des ressources et contenus pédagogiques. Un partage d'informations dans le contexte particulier d'un immense pays, en l'occurrence la République démocratique du Congo. Ce projet est particulièrement innovant pour le pays et contribue à favoriser l'accès à la pédagogie à tous et l'usage intelligent de l'outil numérique. Un environnement numérique de travail appliqué et diffusé sur un territoire complexe. Le projet suivant, et pour le projet suivant, je demande à Monique Jurado de nous rejoindre, les classes intégrées. Deux élèves sur 5 quittent le circuit normal de l'école.
pour la simple raison qu'ils ne trouvent aucun intérêt dans les apprentissages qui se font. Les apprentissages fondamentaux, les apprentissages de base. Pour solutionner le problème, nous avons pensé à une pédagogie innovante que nous avons appelée les classes intégrées. Les classes intégrées consistent à mener l'apprenant à apprendre les métiers, lesquelles classes sont menées par des professionnels dans chaque secteur. Ces classes ont pour objectif de rendre l'école attrayante, de susciter les talents et de prévenir le problème de décrochage scolaire qui est une gangrène pour les familles et la société tout entière. Je pense que ce qu'a dit la collègue là, juste à la fin, c'est l'essentiel de ce qui nous a intéressés dans le projet. Je ne sais pas si on m'entend là. Oui. En fait, c'est vraiment un projet intéressant parce qu'il est complètement dirigé sur le public en difficulté et le problème essentiel, l'abandon de l'école. Abandon de l'école qui pose évidemment un problème grave à la société, pas seulement aux jeunes, puisque dans ce contexte-là, c'est à la fois la délinquance et évidemment le décrochage. Donc voilà son intérêt. Il est aussi intéressant et innovant pour le pays par sa plasticité. Ça n'est pas dit ici, mais en fait, il est très adapté parce qu'il part d'une analyse des besoins et d'une réflexion, des besoins évidemment de ses élèves. Il y a toute une identification des difficultés et d'une réflexion sur ce que n'apporte pas l'école, en particulier la pédagogie traditionnelle, magistrale, autoritaire, comme il est dit. Et le troisième point, et c'est peut-être le côté le plus intéressant, c'est en fait qu'il repose sur l'engagement actif du sujet, comme vous l'avez vu d'ailleurs dans la vidéo. Comment faire en sorte que ces élèves trouvent leur chemin de vie? Eh bien, voilà, en leur proposant des activités au plus près de ce qui est finalement l'expérience même de la vie et apprendre par l'expérience. Il y avait déjà Dewey qui nous disait cela et aussi Freinet, n'oublions pas. Alors même s'il n'y a pas beaucoup de numérique, c'est un projet innovant et tout à fait en rapport avec les sciences. Merci Monique. Le projet suivant, c'est Daphné Jacamon qui normalement aurait dû vous le présenter. Je me ferai son porte-parole. Kili, la fourmi Kili. Je suis le papa de Marie-Valérie, âgée de 8 ans, qui, alors qu'elle était en CP, rencontrait des difficultés au niveau de l'apprentissage de la lecture. J'ai recherché alors sur le net des applications, des jeux susceptibles de l'aider, et face au manque d'outils à disposition, j'ai commencé à réfléchir à un outil d'aide à l'apprentissage de la lecture. Pour ce faire, j'ai contacté 2 orthophonistes, Elisabeth et Morgane. Ce projet nous a tout de suite plu, car par notre travail quotidien, nous savons l'importance d'un travail spécifique et régulier sur les sons. Nous avons donc construit des listes de mots qui reprennent l'ensemble des sons et des syllabes du français. On apprend en jouant. Il y a des syllabes et on doit trouver. Voilà pourquoi j'aime bien. Hervé nous a associés au projet afin de développer un site internet adapté aux élèves. Et nous avons utilisé ces listes de mots pour créer un système permettant de générer des exercices ludiques. Mon rôle a été de mettre en image cette belle idée et de lui trouver un nom au détour d'une mascotte. La fourmi est devenue une évidence. Kili était né. Trouve l'image du mot. Aussi, ça peut apprendre des mots à ceux qui ne les connaissent pas, aux plus petits que nous. Kili, c'est trop bien!
Le commentaire de Daphné Jacquamon sera bref, car c'est au dernier moment qu'elle a été empêchée de nous rejoindre. Et ce qui lui a semblé fondamental, c'est le fait que ce projet est un projet qui a pour but de favoriser l'apprentissage de la lecture en s'amusant. Tel est l'objectif du projet Qui lit la fourmi, un programme ludique d'entraînement aux conversions graphème-phonème pour tous les élèves, qu'ils soient ou non en difficulté. Pour le projet suivant, François Barrissieux va nous rejoindre et il va nous présenter, ou commenter plus exactement, Blolab, que nous allons découvrir en vidéo. Ce projet, Blolab, qui nous vient donc du Bénin, je le résumerai en 2 mots. En fait, il va de l'ingénieux à l'ingénieur, et c'est ce qui nous a séduit en fait. C'est qu'on voit qu'effectivement il y a un bouclage absolument fascinant qui est réalisé dans ce projet, où on a des objets de récupération qui permettent de construire des ordinateurs qui sont appelés des Jerry, et puis on passe à la programmation par Scratch, et on va vers l'Internet des objets, les IoT, qui sont quand même des sujets dans toutes les grandes entreprises qui mobilisent les plus grands scientifiques au monde. Et puis, c'est donc ce projet, finalement, il réalise de manière extrêmement explicite, fonctionnelle, ce grand écart entre les ressources d'un lieu et puis l'ambition de développer tous les jeunes qui ont accès à ce projet. Monique parlait tout à l'heure des neurosciences, et Jean-Luc également, et il y a des images qui disent les neurosciences, il n'y a même pas besoin de discours, c'est-à-dire quand on voit des jeunes gens focalisés sur leur écran, finalement on pense à côté d'eux. Et on voit que ce qui est recherché dans les neurosciences, la capacité à focaliser son attention, la capacité à la piloter, la capacité à la maîtriser, est réalisé dans ce projet. Donc c'est pour ça qu'il a séduit l'ensemble du jury du prix de l'innovation 2018. Voilà. Merci François. Projet suivant, et ce sera le dernier que nous présenterons, Jérôme Hubert va nous rejoindre et nous allons découvrir DISAP.
bonsoir. Alors, 10App, c'est une application numérique rare dans le monde éducatif pour aider les élèves en difficulté, vous avez vu, atteints de 10. C'est une application qui est basée sur des conclusions de la recherche pour travailler sur la motricité fine et la planification des gestes. Ce qui m'a séduit dans ce projet, c'est qu'en tant qu'enseignant, on est souvent en difficulté face à des élèves qui sont atteints de 10. Ce projet permet d'apporter une solution. Il permet pour des élèves noyés parfois dans une classe de détecter justement qu'ils ont ces soucis de 10 et puis d'apporter une solution pour mieux les faire apprendre et réussir. Merci Jérôme. Vous connaissez maintenant un peu mieux les 10 nominés.